Il s'agissait pour le Yishuv Yehoudi en Israël d'envoyer des chachamim, les émissaires, en particulier des figures rabbiniques. Sur ça, il comptait énormément pour, en fait, faire le lien constant entre les grandes communautés juives florissantes d'Europe et leur demander une participation. Et nous nous retrouvons pour évoquer, comme chaque semaine, les rabbins séfarades. Et pour cela, nous sommes heureux d'accueillir, comme chaque semaine d'ailleurs, le Rav Avraham Drey. Rav Drey, bonjour. Shalom uvracha. Et nous allons parler aujourd'hui... Alors, de qui allons-nous parler? Tu vas nous le dire tout de suite. Alors, son surnom, Oui. le Rav Hida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Tous ces trois prénoms, c'est à lui. Voilà, donc... 3 pour le prix d'un. Mhm. Le Rav Hida, figure emblématique. Vraiment, si on voulait toute une série d'émissions, c'est pas seulement une figure, il s'agit véritablement d'un trésor de richesse à la fois dans le monde de la halacha, à la fois dans le monde de, j'ai envie de dire, l'encyclopédie. Oui. Pourquoi cela? Peut-être. Il y a des cultures générales très variées. C'est vrai, mais plus que cela, il a mené à Yoman Masaot, un journal de toutes ces rencontres avec, on peut dire, la plupart des communautés juives de l'Europe de la fin du 18e, début 19e. Alors, d'abord, on va situer quelle époque Ah on oui, est ça serait pas mal du et où tout. on est, d'accord? Bien Parce fait, que là, bien fait. tu nous parles de Nahon, l'Europe. Nahon. Voilà. Ok. Alors, lui-même est né à Hebron. Il est né à Hebron dans le 18e siècle. Il est issu d'une famille, son nom Azoulay, à vrai dire, tout le monde l'a déjà compris. C'est Maroc. Exactement. Une famille d'origine marocaine, en effet, mais lui-même est né à Hebron, dans une Eret Israël qui a une vie juive particulièrement riche, mais il va faire partie on va appeler ça de l'époque des Shadarim. Alors, c'est quoi ces Shadarim? Shadarim, c'est Shlucha de Rabbanan. Afin d'assumer on va appeler dire la subsistance, en fait, du Yishuv en Eretz Israël, qui était particulièrement idéaliste, mais qui avait un mal fou à exister, à peut-être même surexister. Face à... C'était l'Empire ottoman, c'était l'époque de difficultés véritablement oppressives, missiles, etc. Donc, il y a eu un système, en fait, c'était, j'ai envie de dire, l'agent juive, mais à l'envers, le rabbinique. Sur ça, il comptait énormément pour, en fait, faire le lien constant entre les grandes communautés juives florissantes d'Europe et leur demander une participation. D'accord. Donc c'était une collecte de fonds, mais pas seulement, c'était aussi de venir avec, on va dire, une idée. Tout un bagage véritablement de trouver des solutions aux questions halachiques, aux questions juives, aux questions de civilisation juive dans l'ensemble de ces communautés. À vrai dire, il a entre 80 et 100 ouvrages. Quand on parle du Hida, on parle véritablement de l'encyclopédie du savoir juif de son époque. Il a réussi. C'est essentiellement sur de la halakha? C'est essentiellement de la halakha, mais à vrai dire, il a énormément de drushim. Les drushim, c'est les grandes allocutions rabbiniques qu'il a fait lui-même ou bien qu'il a entendues dans différentes communautés. Il a, on va dire, une tachana, une station particulièrement privilégiée à Livourno. On va en parler parce qu'à vrai dire, il va décéder là-bas. C'est là-bas à vrai dire, avant le fait qu'il va être ensuite exhumé et ensuite de nouveau enterré de nouveau à Jérusalem. Et on va en parler parce qu'il s'agit en fait d'une grande épopée, cette histoire-là. Mais quoi qu'il en soit, il était le scruteur, le scribe de la vie juive dans toutes ces différentes voyages, dans ces différentes épopées. Alors, il est parti de Hebron, donc en Israël. Il est parti donc, peut-être pas dans le monde entier. À la recherche. Mais en tout cas, il est parti dans des communautés plus particulièrement en Europe. En effet. Europe et Afrique du Nord. D'accord. Tout de suite, ça me fait immédiatement. Il y a
les chroniques de son arrivée à Tunis. Mhm. Je dis ça parce que j'ai lu dernièrement. Phénoménal, Ouais. vraiment phénoménal. Il est au départ complètement subjugué par la pashtout, la simplicité qu'il va trouver. Mais d'un autre côté, quand il va les entendre parler, quand il va s'entretenir avec les maîtres qu'il y a là-bas, d'une Torah phénoménale, c'est vraiment, je vous conseille de lire ce qu'il dit dans son journal là-bas. Il est sidéré par, d'une part, il s'agit de Chachamim véritablement complètement plongés dans la vie courante, qui ont tous une activité professionnelle, mais qui sont plongés dans l'étude de façon remarquable. Il va faire ça aussi en Italie, il va faire ça aussi, et c'est important de comprendre qu'en fait, d'une part, il avait une responsabilité fondamentale en ce qui concerne la quête des fonds, hein, il faut le dire, c'était important parce que, et à Jérusalem, et à Hebron, du Yishuv qui existait à cette époque-là. Exactement. Mais d'un autre côté, il a pris sur lui une responsabilité de compiler toutes les façons de vivre le judaïsme dans les différentes communautés. Et au-delà de ça, on peut dire que depuis la rédaction, la fin en fait de la rédaction du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo au XVIe siècle, on peut parler de environ 300 ans de compilation de tous les Kitveyad. Il n'y a rien qui a été publié en Europe sans passer dans les mains du Rechida. Est-ce qu'il est passé aussi, alors on a parlé de l'Italie, on a parlé d'autres pays, mais est-ce qu'il est passé aussi dans des pays d'Europe de l'Est? Oui, Europe de l'Est. Je ne saurais pas dire de façon précise, je sais dire qu'en Angleterre, et ça c'était Bémet Meshouné à l'époque, c'était pas du tout commun, mais il l'a fait. Il l'a fait et il a véritablement condensé le trésor de tous les écrits, de toutes les correspondances. Celui qui aujourd'hui étudie le Shulchan Aruch et qui fait la comparaison, ou en tout cas qui fait on peut dire le complément par les écrits du Chida, comme je vous ai dit, plus de 80 ouvrages, c'est véritablement une source de science. Aujourd'hui, à vrai dire, on a tellement l'habitude aujourd'hui de consulter les moteurs de recherche. C'est qu'on n'a pas tellement l'impression de se rendre compte, mais à son époque, d'être capable de savoir tout sur tout, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. On lui a parfois il dit, on m'a pas permis de prendre avec moi le Ktaviad parce qu'il s'agissait d'un écrit ou d'un manuscrit tellement rare et précieux. Alors il leur a demandé la permission de le consulter un jour. Il dit qu'en une nuit, il l'a tout simplement entièrement retransmis. Il ne s'agissait pas d'une version numérique. Donc, une des étapes importantes, on dit que tu nous as dit que c'était Livorno, en Italie. Tout simplement parce que d'abord et avant tout, au niveau commerce, c'était une place forte de tout le commerce de l'Europe. Et au-delà de cela, la communauté juive de Livorno a eu le privilège de l'imprimerie essentielle du monde juif. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on a des sidurim. Il a fait, mais très juste. L'édition Livorno, c'est devenu une sorte de marque. Mais c'est vrai que le fait d'avoir pris, on peut dire, cette mission, Bémet, c'était de rétablir en fait l'ensemble du trésor qui était manuscrit et de pouvoir commencer petit à petit à l'éditer par l'imprimerie. Alors son lien avec Eretz Israël n'est pas à définir. Non, en effet, c'est une fidélité totale, c'est une aspiration totale. Il trouvait le moyen dans sa fonction à lui. C'était Omnam, il leur a dit à chaque fois qu'il venait pour demander leur contribution. Mais à vrai dire, il leur disait que ce que moi je veux vous apporter, c'est le fait de votre raison d'être. Je vous donne en fait le lien avec la terre d'Israël, et c'était mamash remarquable. Il faisait ça de façon particulièrement habile, particulièrement sage. Très bien. Je me permets un point peut-être pour insister. Et je vous ai dit qu'il va avoir l'exhumation. Donc il est décédé en Italie, Nahon, et 300 ans après, le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu est une figure lui aussi emblématique, on en aura certainement l'occasion d'en parler de plus en détail, a décidé et a demandé l'autorisation des autorités locales de pouvoir
s'occuper personnellement Ah oui. de l'exhumation. Toute exhumation est une opération particulièrement Oui. sensible bien et sûr. délicate. Mais alors, quand il s'agissait d'un ensevelissement de cette façon-là, il y a tout un témoignage Incroyable. phénoménal, d'une sorte de conversation, d'une sorte de demande intime. Mhm. Il lui a dit, le Rav Mordechai Eliyahu, il raconte cela, et je suis venu jusqu'ici pour faire tout dans la meilleure façon que ce soit, aide-moi. Il a demandé de cette façon-là, et à vrai dire, le massa, la recherche et la requête a été véritablement exaucée. Aujourd'hui, au cimetière de Aram Nuchot, de Givat Shaul à Jérusalem, celui qui a... C'est mamach dans la Rechava d'entrée. Peut-être très souvent, on ne fait pas suffisamment attention à cela. Quand le Rav Mordechai Eliyahu est décédé, donc il y a plus de 9 ans, à vrai dire, il a été, de façon tout à fait naturelle, en fait, sa sépulture a été commune. Aujourd'hui, le mausolée qu'on voit... Donc, il y a le Rav Eliyahu et le Chida. Exactement, ils sont mamach communes, et à vrai dire, ça paraît parfaitement... Ça lui revient parfaitement. Très bien, merci beaucoup de nous avoir parlé donc, de ce grand Rav, le Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, Chida. Exactement. Une nouvelle figure donc, du judaïsme sfarade que nous avons découvert avec le Rav Drey. Merci beaucoup. Shalom, merci. Shalom, shalom.